Samuel Bouron, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Dauphine et vous êtes l'auteur de Politiser la haine, la bataille culturelle de l'extrême droite identitaire, paru chez La Dispute en mars dernier. Ce samedi, comme chaque année, le comité du 9 mai veut organiser sa manifestation néofasciste à Paris pour commémorer la mort en 1994 d'un militant d'extrême droite, Sébastien Desieux. Et depuis quelques années, le Rassemblement national semble gêné de cet événement. Vous dites dans votre livre qu'au contraire, les actions de ces groupuscules identitaires servent le parti de Marine Le Pen. Pourquoi ? On a parfois l'impression, en tout cas c'est le récit que fait aujourd'hui le Rassemblement national, qu'il y a une nette séparation entre le parti des Le Pen et puis les groupes un peu satellites, groupusculaires qui gravitent autour du RN. Et en fait, ce dont on peut s'apercevoir quand on s'intéresse à la fois à l'histoire du Rassemblement national, mais aussi des groupuscules autour, c'est qu'il y a toujours eu un lien en fait entre ces groupes-là. Dans les années 90, par exemple, ces groupuscules servaient de service d'ordre à Jean-Marie Le Pen. Et il y a aussi un lien qui est assez direct, qui est que certains militants identitaires ou en tout cas, alors parfois royalistes ou parfois d'autres franges idéologiques, finissent comme cadres ou vont nourrir en tout cas le personnel politique du Rassemblement national. Mais moi, l'hypothèse que je fais en réalité, c'est qu'il n'y a pas seulement ce lien direct entre ces groupes-là et puis le Rassemblement national. Il y a aussi une division du travail en fait entre le Rassemblement national et les groupes identitaires. C'est quoi ce lien ? En fait, c'est que les identitaires font aujourd'hui le gros du travail, on va dire, métapolitique. Voilà, cette bataille culturelle qu'ils mènent pour placer les idées d'extrême droite au centre des débats publics. Aujourd'hui, il y a toute une nébuleuse identitaire qui est formée par à la fois ces groupuscules, mais aussi des influenceurs qui sont aussi parfois des militants, certains journalistes d'extrême droite, des polémiqueurs, et qui vont faire tout ce travail d'agitation dont la manifestation dont vous parlez, qui permet de faire parler d'eux, de faire parler de leurs idées et d'asseoir finalement le Rassemblement national dans sa zone de confort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les questions de sécurité, d'immigration sont vraiment au cœur de l'espace public, eh bien le Rassemblement national a toute la latitude de faire parler d'elle et d'être évalué comme le parti le plus à même de résoudre les problèmes publics. C'est-à-dire que le Rassemblement national n'a même plus besoin de s'attaquer à certains sujets, d'autres le font à leur place, entre guillemets, gratuitement. Et oui, c'est le gros avantage de cette stratégie pour le Rassemblement national, c'est que le parti n'a plus à se salir les mains. Il peut tout à fait rester en retrait, en laissant faire en tout cas ces groupes-là ou ces personnalités-là qui vont être dans la radicalité, dans la transgression, dans la polémique. Eux vont être stigmatisés pour leur racisme, pour le caractère parfois indicible, ça l'est de moins en moins, mais de leurs propos. Et à côté, finalement, le Rassemblement national passe pour le parti respectable et qui va recueillir, je dirais, quasi naturellement les bénéfices électoraux de ce cadrage finalement médiatique qui les crédite. Et vous le dites dans votre livre, vous suivez l'évolution de cette mouvance identitaire et la manière dont elle a changé aussi d'apparence dans l'espace public et dans les médias, où elle peut porter maintenant des costumes cravates et peuvent disposer de leurs grandes serviettes sur les plateaux télé, en tout cas de certaines télés. Et les manifestants, pour autant présents habituellement à la marche du comité du 9 mai, eux sont cagoulés, ils sont tout en noir, ils agitent des drapeaux qui arborent des croix celtiques. Cette posture-là, qui est celle des manifestants et manifestants du comité du 9 mai, est-ce qu'elle ne va pas quand même à l'encontre de la stratégie de banalisation de l'extrême droite ?
Oui, elle va plutôt à l'encontre de la stratégie de banalisation de l'extrême droite, et c'est pourquoi d'ailleurs Marine Le Pen a pris ses distances avec cette manifestation. Il me semble que les groupuscules qui tournent autour du Rassemblement national sont un peu dans un entre-deux, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai observé à travers une immersion au sein de ces jeunes identitaires que j'avais menée en 2010, où il y avait vraiment cette double stratégie finalement. À la fois en interne, on va remobiliser finalement la culture ou la contre-culture d'extrême droite assez classique. Donc les symboles d'extrême droite, la littérature qui va avec, la baston, la musique d'extrême droite, parce qu'en fait ils ont besoin de ça pour mobiliser, pour attirer à eux toute une jeunesse aussi en mal de transgression, de la volonté d'en découdre, et c'est ça qui va attirer ces militants-là. Et en même temps, ce qu'a essayé d'insuffler ce mouvement identitaire, c'est d'être capable justement de faire ce travail métapolitique, notamment à destination des médias, de l'agit-prop. Ça va être justement faire des manifestations, mais aussi faire des actions symboliques pour attirer l'attention des médias, comme l'a fait par exemple Génération Identitaire ou comme le fait Némésis. Ça va être aussi d'être actif sur les réseaux sociaux. Ça, je dirais que c'est des choses qui étaient un peu moins présents quand même dans les années 90-2000, et c'est peut-être ça la nouveauté entre guillemets de ce qu'a amené ce mouvement identitaire. Et donc il y a vraiment cette double logique où il va y avoir une strate supérieure du mouvement qui va être plus justement dans ce travail politique en soutien du Rassemblement national, et ça va permettre d'agréger en fait toute une jeunesse qui va s'engager justement dans cette radicalité d'extrême droite. En fait, les deux communiquent très bien, et c'est ça, je dirais, le lien aussi entre le Rassemblement national et puis les groupes satellitaires d'extrême droite. Et cette reconfiguration du mouvement identitaire dont vous avez été le témoin grâce à cette immersion, cette infiltration, vous avez pu aussi constater justement le rapport avec les médias, comme vous venez de le décrire brièvement, et la manière dont aussi il était plus intéressant pour le mouvement identitaire de braquer les projecteurs sur des faits divers, sur des micro-événements pour justement les politiser la haine, c'est aussi le titre de votre livre. Dans cette immersion, comment vous avez appréhendé directement justement cette question du rapport aux médias ? C'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'immersion, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair pour eux. La façon dont ils pouvaient jouer avec les médias justement pour diffuser leurs idées. Moi, je pensais pas que qu'il y avait autant de réflexivité à l'extrême droite là-dessus. Et ils sont très conscients de ce qu'ils font. En fait, au départ, les identitaires, ils veulent créer un parti qui s'appelle le Bloc identitaire. Donc, ça se crée au début des années 2000, 2002, 2003, et ils veulent occuper une place à droite du Front National, en plaçant au cœur les questions d'identité dans le champ politique. En fait, ça n'a pas vraiment très bien marché. Ils essaient de présenter un candidat en 2012, ils arrivent pas à avoir les 500 parrainages. Et en parallèle, ils font déjà en fait tout ce travail métapolitique, de faire de la musique, de faire de la boxe, de faire des actions évidemment d'agit-prop, et moi dans les actions, dans les réunions, dans les formations auxquelles j'assiste, je suis vraiment au moment où ils se rendent compte que une action d'agit-prop, mais ça coûte rien à produire quasiment. On n'a pas besoin de beaucoup de militants, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, et par contre ça va vraiment faire du buzz assez facilement, quoi. C'est-à-dire que vous vous filmez en entrant dans une mosquée, par exemple, et puis vous balancez ça sur les réseaux sociaux, et ben ça va faire tout de suite énormément de vues. Alors parce que aussi les algorithmes, notamment de Twitter, maintenant X, vont favoriser justement ce type de contenu. Et puis surtout, ça va marcher parce que vous allez faire réagir en fait des politiques qui sont mieux positionnés
dans le champ politique. Ça peut être à la fois les opposants qu'il faut faire réagir pour participer à cette logique du buzz, de cette visibilité. Ça va être aussi les élites politiques de droite et d'extrême droite qui vont également rendre visibles ces actions. Et donc c'est ça qui va faire monter justement ces identitaires et qui vont faire que il va se passer un truc assez inattendu, assez intéressant, c'est que ces identitaires en fait, ils vont rester à la marge du champ politique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va avoir aucun élu, qui va pas gagner d'élection, qui va pas être non plus un mouvement de masse, mais qui va réussir néanmoins à placer ses idées au centre de l'espace public. Et donc c'est ça un peu cette reconfiguration qui se joue dans les années 2010, qui est à mon avis assez important pour comprendre aujourd'hui la façon dont s'articulent ces différents groupes d'extrême droite, quoi. C'est que ils vont réussir comme ça cette division du travail avec des groupuscules qui vont pas seulement rester dans la rue, mais qui vont réussir en fait à coloniser en quelque sorte les médias et à jouer ce rôle de mise à l'agenda qui va bénéficier au Rassemblement national. Dans votre immersion, vous avez aussi constaté qu'il y avait une insistance sur la préparation physique beaucoup plus que la préparation idéologique. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur la manière dont vous avez été formé physiquement plus qu'idéologiquement au sein de la mouvance identitaire ? Quand je me suis immergé au sein du mouvement, j'étais pas formé idéologiquement à l'extrême droite. C'est-à-dire que j'avais pas lu genre Maurras ou Dominique Vénère ou ce genre d'idéologue. Et donc moi j'y connaissais rien. Et sans mentir, au bout de 3 jours, j'étais complètement capable de parler comme eux, de réagir à leur conversation. Ça m'a beaucoup posé question parce que je sais pas si un militant d'extrême droite qui essaierait de faire de l'immersion à gauche pourrait y parvenir de la même façon. Et il m'a semblé quand même que à un moment donné, pour militer à gauche, il va falloir lire un petit peu, savoir ce que sont les idées de Marx, etc. Bon, voilà, c'est une vraie bonne question. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on attrape la pensée ou l'impensé en quelque sorte d'extrême droite beaucoup par des choses qui sont très pratiques, quoi. J'ai par exemple participé à un camp identitaire. Donc ça ressemble à une sorte de camp scout et tous les jours on va faire de la boxe et on va se mettre en situation un peu de combat face aux musulmans, face aux antifascistes, et ça incarne en fait la pensée des identitaires qui est l'idée qu'il y a une guerre civile à venir. Un choc des civilisations qui est irrémédiable et donc face à ce grand remplacement, il faut se préparer à cette guerre civile en fait. Et donc en fait, on se met en situation et c'est comme ça finalement qu'on va comprendre quelle est notre place dans l'ordre social, dans l'ordre national, comme un rempart justement face à ce qui serait la montée de l'offensive de l'islam. Ça passe aussi par exemple un questionnaire où, un peu comme on faisait historiquement au sein du Parti communiste, où on va retrouver et travailler ses racines. Il faut s'enraciner, savoir de quelle région on vient, quelles sont nos traditions. C'est-à-dire qu'on s'invente comme un Français de souche. Et donc on va construire au sein du mouvement une opposition entre nous, donc les Français de souche, une sorte de masculinité supérieure, faite d'honneur, chevaleresque, etc. Face à eux, donc des hommes plus faibles, les gauchistes, les hommes soja, les minorités sexuelles, les musulmans, etc. Et c'est vraiment comme ça que l'on va apprendre à militer et que l'on va se socialiser en fait comme militant d'extrême droite. L'un d'entre eux fait le constat plutôt de ce succès médiatique dont bénéficie la frange identitaire et la manière dont ils ont justement réussi à placer leurs idées dans le débat public, contrairement aux idées antifascistes. Est-ce que au moment de votre immersion et jusqu'à aujourd'hui, vous sentez que les idées ou le mouvement antifasciste parvient quand même à gagner du terrain, à changer de méthode peut-être pour faire accepter l'idée que leurs idées peuvent être complètement
entendable aujourd'hui. Et oui, c'est vrai que c'est un débat important ou un enjeu important aujourd'hui pour l'antifascisme. C'est que il suffit pas finalement. Je dirais que il y a un premier enjeu qui est en fait de les repousser. Quasi physiquement dans la rue. C'est aussi ça qui a fait naître le mouvement antifasciste. C'est des agressions en fait de militants fascistes au sein des différents de l'environnement, on va dire, de la sociabilité de gauche, dans des concerts ou autres. Et il a bien fallu se défendre. Cet enjeu-là, il est à mon avis, il est pas du tout obsolète. Déjà, je pense qu'il faut le dire que aujourd'hui, il y a toujours des attaques de militants envers différents individus qu'ils détestent, et c'est déjà un premier enjeu. Néanmoins, au tournant effectivement de ces années 2010, à partir du moment où ces branches radicales d'extrême droite n'existent plus seulement dans la rue, mais en fait dans les médias, et portent parfois des cravates et vont à l'Assemblée, et comment on fait, quoi, en fait. Un des risques, c'est effectivement que cet antifascisme, qui devrait être justement la base d'un combat pour l'émancipation, pour la démocratie, et le risque, c'est que l'extrême droite parvienne à le marginaliser. La question, c'est comment on fait, en tout cas, pour pas justement être ostracisé. Et là, il y a effectivement plusieurs débats qu'on peut travailler. Déjà, est-ce que on peut suivre la stratégie de la jeune garde, par exemple, et d'essayer, de la même façon que des antifascistes, finalement, se présentent à des élections, ce qui était quelque chose historiquement de pas tellement envisageable. Une autre possibilité, c'est d'une certaine façon de faire comme l'extrême droite et d'aller aussi vers des médias. Sauf que, à mon avis, la façon dont fonctionne la communication politique à gauche est pas la même que à droite. À droite, ils vont beaucoup utiliser la désinformation, ces logiques de buzz. C'est une logique de communication qui va à l'encontre du journalisme, des faits. Moi, je pense qu'à gauche, c'est pas possible de faire ça. Et par contre, il y a d'autres voies médiatiques possibles qui sont pas celles des médias de désinformation, des grands médias appartenant en fait à des pouvoirs économiques, à des milliardaires, mais effectivement une myriade de médias indépendants, mais aussi des réseaux sociaux, des différentes émissions qui aujourd'hui et ensemble permettent aussi de résister à la montée des idées d'extrême droite dans l'espace public. Je crois qu'il faut pas les dénigrer, même si ça fait peut-être moins d'audience. C'est aujourd'hui la possibilité d'un front contre l'extrême droite. Je pense que ça peut être une bonne conclusion. Merci beaucoup, Emile Bourron. Merci beaucoup à toi.